Gao accueille depuis ce matin le forum régional sur la réconciliation. Les 500 délégués des 4 cercles de la région devront faire des propositions pour apaiser les tensions intercommunautaires. Le Mali célèbre demain, 1er décembre, la journée mondiale du sida avec pour thème Objectif Zéro. Nous irons à la rencontre des malades du sida qui restent toujours marginalisés malgré les grandes campagnes de sensibilisation. Et pour en savoir plus sur les avancées en matière de lutte contre la maladie dans notre pays, nous recevons dans ce journal M. Malik Sen, secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Madame, Monsieur, bonsoir. Samedi 30 novembre, je vous souhaite la bienvenue dans ce journal. Ouverture ce matin à Gao du forum régional sur la réconciliation, initié par le gouvernement sous l'égide du ministère de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord. Ce forum a réuni plus de 500 délégués venus des cercles de Bourem, Ansongo, Ménaka et Gao. Envoyés spéciaux, Moussa Arimaïga, Aliotouré. Ils sont plus de 500 délégués venus des cercles de Ménaka, d'Ansongo, de Bourem et de Gao pour parler ensemble de paix et de réconciliation. 3 discours ont marqué la cérémonie d'ouverture. D'abord celui du maire de Gao, Sadou Diallo, qui s'est réjoui du choix porté sur sa ville avant de remercier les pouvoirs publics pour l'organisation de ce forum régional. Pour le gouverneur de la région, le général Mamadou Adama Diallo, il s'agira, après les dures épreuves vécues par sa région, d'asseoir à présent un dialogue régional. Toutes les communautés ont connu à travers leur histoire des périodes sombres, douloureuses et poignantes, dont elles ont pu tirer des leçons par leur génie, leur intelligence, leur savoir-être en venant parfois à l'aveu et au pardon pour bâtir des nations plus fortes et plus justes. Au nom du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement de la République, le ministre de la Sécurité Sada Samake a tenu à rendre hommage d'abord aux jeunes et aux femmes de Gao pour leur courage face à l'occupant. Je tiens à rendre un hommage à la cité des Askia, aux populations de Gao, à vous qui avez vécu dans votre chair le triste épisode de l'agression et de l'occupation du sol national par des terroristes et criminels venus d'ailleurs. Je rends hommage aux gardiens de la cité, à tous ceux qui sont restés fidèles à eux-mêmes, aux femmes et aux jeunes filles violentées qui ont éprouvé et subi l'arbitraire d'un autre barbare. Je rends hommage aux jeunes qui, dans un sublime réflexe patriotique, ont été des vrais héros dont nous saluons le courage, le sens du devoir et l'esprit de sacrifice. Autre message fort, le refus de la stigmatisation reconnue à Gao et l'assurance contre l'impunité désormais au Mali. Pour ce forum régional de Gao, il faut préciser que les débats seront articulés autour de 3 thèmes. Le premier, la réconciliation et le vivre ensemble. Le second, la gouvernance et la décentralisation. Et le troisième, le développement des régions du Nord, spécifiquement le développement accéléré de la région de Gao. Nous célébrons demain la journée mondiale de lutte contre le sida dans le souci d'informer, de mobiliser et de sensibiliser davantage la population. Le secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida, Malik Sen, a animé une conférence de presse ce matin. Rappelons que le thème retenu pour cette campagne 2013 est « Zéro nouvelle infection, zéro décès et zéro discrimination ». Reportage de Garibou Pérou. 15 personnes contractent le sida par jour au Mali, selon Malik Sen, secrétaire exécutif du Haut Conseil de lutte contre le sida. 100 000 personnes sont infectées et 78,6% bénéficient des antirétroviraux, cela sur une population malienne d'environ 16 millions. De 2004 à aujourd'hui, le Haut Conseil dépense 16 milliards de francs CFA par an, dont 82% des ressources mobilisées sont fournies par les partenaires techniques et financiers, 15% par le fonds public et 3% par le secteur privé. Pour le mois de lutte contre le sida, il est divisé en 4 semaines. La première semaine, atteindre l'objectif de 3 zéros. Le premier zéro, c'est 0 naissance avec le VIH-sida. La deuxième semaine, c'est 0 décès. Et la troisième semaine est sous la responsabilité des partenaires techniques et financiers. La quatrième semaine, maintenant, de 0 discrimination
Ce qui est très bien au Mali, ce n'est pas qu'une journée mondiale du VIH, c'est vraiment tout est moi. Je félicite le Mali pour cette initiative. Le Mali est dans une tendance de la baisse car il est passé de 1,7% à 1,1% entre 2001 et 2012. Si des mesures urgentes ne sont pas prises, cette tendance risque de changer selon Maliksen. Changer parce que les centres de soins sont détruits par les terroristes dans le nord. La flambée des sites d'orpaillage dans le sud est propice au sida et sans oublier les investigations du Fonds mondial qui ralentissent le financement. Malgré les soupçons de fraude et de malversation financière à l'endroit du Haut Conseil, aucune aide n'a été suspendue selon Maliksen. Le cadre stratégique 2013-2017 du Haut Conseil prévoit plus de 250 milliards de francs CFA, dont plus de 83 sont déjà annoncés, ce qui explique qu'avec l'implication de tous les Maliens, une réponse pragmatique peut être trouvée au sida. Accepter les malades du sida, c'est également contribuer à la lutte contre le fléau. La journée mondiale de lutte contre la maladie, organisée chaque 1er décembre, donne l'occasion à des personnes d'horizons divers de se rassembler dans le souci de mieux faire connaître le VIH-Sida et montrer les difficultés auxquelles sont confrontés les malades du sida. Reportage de Khalida Toukone. Longtemps stigmatisés, marginalisés, les malades du sida souffrent dans leur corps et dans leur âme. Parce qu'au Mali, le sida est malheureusement toujours considéré comme une maladie honteuse. Le VIH-Sida est une pandémie qui touche l'individu non seulement sur le plan physique, mais également psychique. Car la personne vivant avec le VIH vit un choc, un traumatisme qui handicape le déroulement normal de sa vie. C'est pourquoi une consultation psychologique est nécessaire. Elle permet d'aider le malade à assumer son quotidien, à mieux vivre en société avec sa maladie. Dans notre pays, plusieurs psychologues ont travaillé dur pour aider et soutenir les malades du sida. C'est le cas du docteur Oumar Traoré qui a longtemps travaillé au programme sida. Après sa retraite, il a ouvert un cabinet de consultation psychologique pour continuer dans ce sens. Le fait d'avoir le sida, le fait d'être dépisté comme malade, portant le virus du sida. Sa réaction, il y en a qui préfèrent se cacher, ne pas prendre contact avec la société, essayer de vivre la maladie seul. Ce qui est dangereux d'ailleurs pour le sida, parce que seul, on ne peut pas. Il faut toujours faire l'effort que le langage que le psychologue donne soit conforme aux réalités sociales, culturelles. Donc l'aspect psychologique prend tout ça en compte. Après notre entretien avec le docteur Traoré, nous avons voulu avoir le témoignage d'un malade du sida pour montrer à l'opinion ce que vit un séropositif quotidiennement. Pour cela, nous nous sommes rendus au réseau malien des personnes vivant avec le VIH-Sida. Ici, notre recherche est restée vaine. Aucun malade n'a voulu témoigner, même à visage caché. Rappelez-vous, il fut un moment où les malades du sida ont décidé de briser le silence en faisant des témoignages à visage découvert à la télévision nationale. Ils voulaient par des messages montrer qu'ils sont comme les autres malades. Malheureusement, cela a aggravé leur situation dans la société. Leurs enfants, leurs conjoints ou conjointes ont ramassé les pots cassés. Donc, pour protéger leur progéniture et le reste de leur famille, ils ont tout simplement décidé de rester dans leur coin bien peinard. Depuis la découverte du premier cas du sida en 1985 dans notre pays, la situation épidémiologique du VIH-Sida est devenue une préoccupation des plus hautes autorités et des responsables sanitaires. Des avancées ont été réalisées dans la lutte contre ce fléau. On a fait des progrès assez consistants. Les avancées dans le cadre de la prise en charge, c'est que on est parti en 2001-2002, on était à peu près à 3 sites de traitement au Mali. Au jour d'aujourd'hui, nous en sommes à peu près à 83. Vous remarquerez qu'avec ça, on a été dans la logique de la spécialité, occuper le terrain, puisque les malades ne se déplacent pas trop pour avoir accès au traitement. Et je peux dire que ceci a été vraiment une prouesse extraordinaire. Ça, c'est en termes de positionner le dispositif. En cas de maladie maintenant, avec les infections opportunistes, et s'ils arrivent au seuil où également ils ont besoin de traitement, que nous puissions être là et qu'il n'y ait pas une barrière aux soins du point de vue financier. Donc on a été dans la politique de gratuité à partir de 2004. Et les ARV ne tuent pas le virus, ils permettent à ce que le capital de virus dans le sang ne se renouvelle pas.
Aujourd'hui, on recense 150 000 personnes vivant avec le VIH-Sida au Mali. Grâce à la percée réalisée en matière d'accès aux antirétroviraux, non seulement les malades parviennent à vaincre le VIH, mais l'avenir devient une source d'espoir pour eux et pour leurs familles. Le sida n'est pas une maladie héréditaire, mais acquise, c'est-à-dire que tout le monde peut l'avoir dans sa vie. Et nous recevons tout de suite notre invité du jour, M. Malik Sène, secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida. M. Sène, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, demain, 1er décembre, l'heure est donc au bilan. Quelle est la situation aujourd'hui au Mali? On peut dire que la situation est... Le sida a reculé au Mali. Comme le docteur Diallo l'a dit tout de suite, nous sommes passés d'un taux de 1,7 à un taux de 1,3. Et aujourd'hui, nous sommes à un taux de 1,1%, ce qui est très important. Malheureusement, nous n'avons pas pu faire l'enquête sur l'ensemble du territoire. On n'a pas pu le faire dans les 3 régions du Nord. Mais si on l'avait fait, certainement, ça aurait eu un impact sur les 1,1. Donc, c'est très, très positif. Nous avons fait des avancées en termes de sites de traitement, sites de prise en charge, sites de la prévention de la transmission de la maladie. Le Mali a eu beaucoup d'acquis pendant les 10 dernières années. Et ça, c'est très important. Et c'est sur ce socle-là que nous devons rebondir pour essayer justement d'aller vers l'élimination de cette maladie-là. Vous l'avez dit, c'est vrai qu'en matière de lutte contre la maladie, le Mali a évidemment des avancées, notamment la gratuité des antirétroviraux. Il y a également la décentralisation des sites de traitement et de dépistage. Mais déjà, aujourd'hui, Monsieur Sène, quelles peuvent être les menaces qui peuvent freiner justement ce progrès-là? Vous savez, hier, le jeudi, il y a eu la session avec les partenaires techniques et financiers et tous les acteurs du Haut Conseil. Ce que nous avons dit aux bailleurs de fonds, les bailleurs de fonds ont tendance de plus en plus à financer les grands projets. Malheureusement, c'est le développement qui attire le VIH-Sida. C'est comme un bilan qui est totalement lié si le développement vient. Et ça vient dans des zones où les gens ne connaissaient pas cette maladie. Malheureusement, en quittant le développement, peut laisser cette maladie. Donc les deux doivent être liés. Aujourd'hui, nous avons au moins 2 menaces très importantes. Il y avait la menace financière, elle commence justement à s'estomper avec le coup d'État, avec les problèmes de sécurité que nous avons connus. Tous les bailleurs de fonds avaient arrêté la coopération avec le Mali. Et mais maintenant, ils sont en train de reprendre avec le retour à une vie constitutionnelle normale. Mais maintenant, les 2 grandes menaces que nous avons, c'est la menace des conflits. Vous savez, dans tous les pays où il y a eu des conflits, tels que la RDC, le Burundi, le Rwanda, le Libéria, en tout cas tous les autres pays, ces pays sont rentrés dans la guerre avec des taux relativement bas, ils en sont sortis avec des taux très élevés. Et comment nous pouvons faire pour éviter cela? C'est d'abord de former les militaires pour que les militaires ne se comportent pas comme ces militaires qui ont commis ces choses-là en RDC, etc. Qu'ils connaissent leurs droits, qu'ils sachent comment on ne prend pas la maladie, et ensuite que les populations qui les reçoivent soient protégées. Donc que ces militaires viennent chez nous en héros et qu'ils partent au moment de leur départ, qu'ils repartent en héros avec les abrutissements du Mali. Donc il y a ça, et ensuite il y a également la menace de l'orpaillage. L'orpaillage constitue maintenant un trou assez important au Mali. Nous avons au moins 300 sites d'orpaillage qui sont recensés, et dans tous ces sites justement, il y a une population flottante qui est là, tout le monde est en train de courir vers là-bas. Ce n'est pas l'orpaillage que nous condamnons en fait, c'est les pratiques qui sont là-bas. La vente de l'alcool, la vente de la drogue, et puis les comportements déviants, etc., etc. Donc si le Mali ne prend pas les dispositions, ce qui arrive à d'autres pays va nous arriver, et particulièrement l'Afrique du Sud. Et justement par rapport à ça, est-ce que vous avez fait des propositions concrètes au gouvernement pour lutter justement contre ces fléaux au niveau des sites d'orpaillage? Il y a des propositions qui ont été faites, il y a des propositions pour le Nord, ça a été intégré dans le dossier qui a été présenté à Bruxelles au bailleur de fonds. Mais pour le Sud aussi, il y a des programmes qui ont été élaborés pour essayer de couvrir toutes ces régions-là. Et je pense que dans les années à venir, nous allons tout mettre en œuvre. Et c'est surtout maintenant, cette année, en 2012, il y a eu les résultats de l'enquête qui viennent de sortir. Les taux ont baissé partout au Mali, sauf dans la région de Tikasso où ça a augmenté, et dans la région de Caille où ça a augmenté. Évidemment, vous n'avez pas les données du Nord. On n'a pas les données du Nord. Donc si vous faites le parallèle de Caille à Tikasso, c'est dans toutes ces zones minières que vraiment les taux ont monté. Et c'est là où nous devons justement aller faire les campagnes. Et surtout pour ça, il faut des financements. Monsieur Sène, vous insistez sur la création d'un fonds national de lutte contre le sida. En quoi est-ce que cela va changer justement la lutte contre la maladie? Je pense que c'est très important. À ce jour-là, comme dans beaucoup d'autres pays africains, ce sont les bailleurs de fonds qui nous financent à 80%.
quand on a financé à 80%, on ne maîtrise pas justement cette politique-là. À tout moment, le bailleur de fonds peut décider d'arrêter. Et c'est pour ça que nous disons qu'il faut prendre des dispositions afin qu'il n'arrête, que nous puissions aller sur la table de négociation en disant je viens avec quelque chose et puis nous négocions. Donc je pense que c'est sur cette base. Et si on crée le Fonds national nous permettra justement d'acheter les médicaments pour qu'il n'y ait pas de rupture. Et s'il y a des ruptures de médicaments, on va vers des médicaments beaucoup plus chers. Aujourd'hui, nous traitons nos malades à peu près à 65 000 francs par an par personne. S'il y a une rupture, nous allons passer à la seconde ligne. La seconde ligne fait 245 000 de francs. Et là, si on n'arrive pas à supporter les 65 000, ce n'est pas les 245 000 qu'on pourrait supporter. Et ceux qui sont sur les 245 000, on est obligé de les faire muter sur la troisième et la dernière ligne qui coûte 1 600 000 francs par personne par an. On ne peut pas se le permettre, il faut bien planifier, il faut bien gérer, pour que justement nos malades, les 90% de nos malades restent sur la première ligne. Voilà, donc avoir des financements propres. Alors, M. Sen, nous sommes dans le domaine du financement, on va y rester. Nous savons que le vérificateur général a remis son rapport annuel au président de la République. Est-ce que vous êtes concerné par ce rapport? Je suis un homme heureux aujourd'hui parce que effectivement, nous étions concernés par les vérifications du vérificateur. Vous avez le rapport qui est là avec moi. Il nous a remis juste après avoir mis son rapport au président de la République. Je pense que tous ces rapports seront sur les sites. Et les grandes conclusions sont qu'il y a 3 grandes conclusions. Nous n'avons pas respecté des procédures un peu partout. Ensuite, nous n'avons pas un contrôle interne parce que nous étions gérés par une société fiduciaire. Eux, ils avaient un contrôle interne, mais on aurait dû avoir un service de contrôle interne. Mais la grande conclusion est qu'il n'y a pas d'irrégularité financière significative, justement. Donc, c'est ce qui est important. Ces fonds ont été gérés pour ce qui nous concerne au secrétariat. Mais le secrétariat a remis les fonds à d'autres personnes. Mais pour ce qui nous concerne, il n'y a pas d'irrégularité financière. Le rapport est jugé satisfaisant. Voilà. D'accord. On va revenir à la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida. Alors, nous savons que des activités sont prévues tout au long du mois. Déjà demain, qu'est-ce qui est prévu pour la journée de demain? Demain, il y a le lancement de la journée avec le président de la République, donc, qui vient. Et en marge du lancement, il va également lancer le nouveau site du secrétaire exécutif, où on peut avoir toutes les informations. Mais après cette première journée, qui sera lancée dans toutes les régions aussi, qui vont fêter leur première journée, il y a les 4 semaines du mois, nous avons des parrains. La première semaine est axée sur les 0 naissances avec le VIH-Sida, qui est confiée à Madame le ministre de la Promotion de la Femme. Et ensuite, la deuxième semaine, c'est 0 décès dû au sida, c'est la prise en charge médicale. Donc, c'est le ministre de la Santé qui va lancer cela. Ensuite, la troisième semaine, c'est la semaine des partenaires techniques et financiers qui sera sous la gouvernance. Et la 4e semaine serait la semaine dédiée à la discrimination. Comment ne pas discriminer, comment accepter nos malades, comment vivre proprement avec ces malades sans les humilier. Surtout quand même, quand on l'a vu dans ce reportage de Khadija Tokone, c'était quand même terrifiant de voir à quel point ces malades sont isolés de la société. Alors, donc demain, c'est à quelle heure au CICB? Demain, c'est à 9h30 au CICB, l'ouverture. Mais la mise en place terminée à 8h30. D'accord. Monsieur Sen, avez-vous un message à passer à la population? Oui, c'est vraiment de continuer à se faire dépister. Plus tôt on se dépiste, plus tôt on peut vous soigner. Les médicaments sont gratuits. C'est impensable, c'est anormal aujourd'hui que les femmes donnent naissance à des enfants, simplement parce qu'elles n'ont pas pris leurs médicaments, elles ne sont pas fait dépister. Donc le gouvernement peut tout acheter. Le gouvernement peut nous donner des centres de santé, des médicaments gratuitement, etc. Mais le gouvernement ne peut pas obliger chacun chez lui à prendre les médicaments. Donc chacun doit faire un effort. La lutte contre le sida est avant tout un effort individuel avant d'être justement un effort national. Merci beaucoup, Monsieur Malik Sen. Vous êtes le secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Demain, c'est la journée internationale de lutte contre la maladie et vous étiez là pour nous en parler. Merci beaucoup. Alors, toujours dans le cadre du 1er décembre, cette journée est l'occasion pour les organisations chargées de la lutte contre le sida, comme ONU-SIDA, de faire un bilan et de faire des propositions pour plus de résultats dans le combat. Nous proposons d'écouter le message du secrétaire exécutif d'ONU-SIDA, Michel Sidibé. En cette journée mondiale de lutte contre le sida, nous nous réunissons pour nous souvenir de nos amis et de ceux de nos familles emportés par le sida. Mais nous pouvons aussi nous réjouir de l'espoir incroyable que l'avenir nous offre. Le nombre de nouvelles infections,
au VIH a été réduit. Le nombre de morts liées au sida est en régression. Le nombre de personnes sous traitement est en augmentation. Pour la toute première fois, nous pouvons envisager la fin d'une épidémie qui a profondément dévasté le monde. Pour la toute première fois, nous pouvons dire que nous commençons à briser la trajectoire de l'épidémie et la contrôler. Nous pourrons annoncer prochainement une nouvelle génération sans sida. La fin de l'épidémie signifiera énormément de choses pour beaucoup de monde. Voilà donc à l'instant le message du secrétaire exécutif d'ONU-SIDA, Michel Sidibé. Je vous propose à présent de suivre celui du directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, pour l'Afrique. Ces propos sont recueillis par Inaba. L'Afrique subsaharienne reste la région la plus touchée par la pandémie du VIH-Sida, avec près de 25 millions de personnes vivant avec le VIH. L'impact négatif de cette pandémie est manifeste pour tous. Dans les situations où les parents des personnes actives succombent aux maladies associées au VIH, les structures et la division du travail dans les ménages et les communautés sont perturbées. La qualité de vie se trouve affectée et les femmes en sont les principales victimes. La mortalité liée au VIH est en baisse, tout comme le nombre de nouvelles infections par le VIH chez les adultes et les enfants. En effet, à la fin de l'année 2012, 7,5 millions de personnes étaient sous traitement, contre 50 000 patients une décennie auparavant. Grâce à l'élargissement de l'accès au traitement du VIH, le nombre de personnes décédant des suites de maladies associées au sida a diminué. Les médicaments et produits médicaux sont devenus plus accessibles dans tous les pays et des mécanismes innovants de prestation de services ont été institués à grande échelle. L'épidémie de sida est devenue plus visible grâce au dynamisme de tous. Et chose cruciale, les personnes vivant avec le VIH ont été à l'avant-garde de cette riposte. Les pays africains doivent unir leurs efforts et accroître la mobilisation des ressources nationales pour combler le déficit de financement, harmoniser les politiques de réglementation des médicaments dans tous les pays et régions et renforcer la capacité régionale et nationale à produire des médicaments de qualité. Voilà, donc c'était là les messages à l'occasion de la célébration de la journée internationale de lutte contre le sida qui sera donc lancée demain au CICB sous la présidence du président de la République. Autre sujet, lancement à Bamako du plan d'accélération de la cible numéro 2 des OMD, un plan qui devra aider à la lutte contre l'insécurité alimentaire, une initiative du programme des Nations Unies pour le développement. Reportage de Youssouf Diakité. Au Mali, près de 200 communes restent encore vulnérables à l'insécurité alimentaire. C'est ce constat qui a motivé le gouvernement du Mali, en collaboration avec ses partenaires au développement, d'accélérer l'élaboration du plan d'accélération de la cible numéro 2 des objectifs du millénaire pour le développement, dont copie est remise à la représentante de la FAO au Mali. Que la sécurité alimentaire au Mali est loin d'être une utopie. En effet, bien que les analyses font ressortir que plus de 1,4 million de personnes sont affectées par la crise alimentaire, le Mali a réalisé ces dernières années des bonnes performances dans l'agriculture. Même si les défis à relever demeurent encore importants. Le secteur agricole au Mali peut donc être transformé en rapport avec les besoins alimentaires des populations. Dans les différentes interventions, les commissaires à la sécurité alimentaire et le président du Haut Conseil des collectivités ont brièvement étalé le contenu du document dont l'axe prioritaire reste l'atteinte des objectifs du combat contre l'insécurité alimentaire. Cette situation a perturbé le fonctionnement normal des services sociaux de base et a exacerbé l'insécurité alimentaire et nutritionnelle qui était déjà vivace dans plus de 100 communes rurales à cause des aléas climatiques. Presque les représentants de toutes les communes du Mali prennent part aux travaux. Les travaux de la 33e session du comité sahélien des pesticides ont pris fin à l'Institut du Sahel. Pendant une semaine, les experts des 13 pays membres du SILS ont travaillé sur l'homologation commune de l'utilisation des pesticides dans l'espace. Reportage de Nando Dambeli.
Les nombreuses recommandations issues des travaux ont trait à l'appui à l'Institut du Sahel, à l'élaboration des positions communes des pays membres sur l'homologation des pesticides. Ainsi, les participants ont porté leurs réflexions sur la valorisation des tarifs des prestations du Comité sahélien des pesticides. Une place importante a été accordée à la communication afin de faciliter la sensibilisation autour de l'utilisation des pesticides. Quant aux États membres, il a été surtout recommandé d'asseoir les acquis du Comité sahélien des pesticides par une forte implication efficace et durable des comités nationaux et l'appropriation de la directive sur les comités nationaux de gestion des pesticides élaborée par le SILS pour la mise en œuvre et l'application de la législation commune relative aux pesticides. À l'issue de cette 33e session, un hommage mérité a été rendu à Madame Ba, pionnière de la mise en œuvre du Comité sahélien des pesticides depuis 1992. La ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant était au centre de Bolé pour y rencontrer les détenus et leurs enfants. Occasion pour Sangaré Oumouba de leur prodiguer des conseils et leur remettre des vivres. Le compte-rendu de la visite avec Batraoré. Par cette visite, le ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant voulait s'imprégner des conditions de détention des enfants mineurs. Accompagnée d'une délégation du Parlement des enfants, elle a visité les salles d'hébergement, l'infirmerie et la salle d'animation socio-culturelle du centre. Il s'agit de venir voir leurs conditions de vie, comment ils sont là, et aussi voir dans quelle mesure on peut voir comment trouver des solutions. Cette visite a été mise à profit par le ministre pour faire un don symbolique au centre. Il s'agit de céréales, d'habits, de chaussures et de savon pour un coût global de plus de 2 millions de francs CFA. Nous avons fait ce don symbolique-là pour montrer notre solidarité vis-à-vis des enfants qui sont là et leur témoigner de toute notre affection. La délégation ministérielle a eu droit à une exposition d'articles confectionnés par les enfants mineurs. L'Association malienne pour la paix et le salut tient depuis ce matin la réunion de suivi du projet d'élargissement du dialogue islamo-chrétien. La rencontre de 2 jours vise à faire régner un climat de tolérance et de cohabitation pacifique entre les confessions religieuses dans notre pays. Le reportage de Moussa Fane. Pour une meilleure cohabitation entre les confessions religieuses au Mali, chrétiens et musulmans se rencontrent pour le suivi du projet d'élargissement du dialogue islamo-chrétien. Il s'agit d'une part de concevoir un espace d'échange entre les adeptes d'une même religion, d'autre part amener les leaders de ces religions à s'asseoir autour d'une même table pour parler de paix, de tolérance et de coexistence pacifique. Les responsables des différentes confessions ont le devoir d'amener leurs communautés respectives à comprendre le contenu des autres religions, car la tolérance religieuse est un atout fondamental pour la prévention et le maintien de la paix. Nous avons besoin de dialogue pour mieux vivre, pour mieux nous adapter. Moi, j'estime que au-delà de ces deux religions-là, il s'agit de l'homme tout court, le dialogue de l'homme avec l'homme. Le ministre délégué chargé des affaires religieuses et du culte, Thierno Amadou Omar As Diallo, a invité les 2 confessions religieuses à plus de solidarité pour la paix au Mali. Selon lui, cette activité cadre bien avec la vision de son département. Dans ce dialogue à 2, je crois que la problématique est résolue dans nos religions monothéistes. C'est parce que simplement, l'ego de l'homme prend le dessus. Cette sourate de notre Saint-Coran, où il est dit, nous croyons à Abraham, à Moïse, à Jésus. Mais je crois que le dialogue, il est là. Le Mali musulman doit être un Mali tolérant, respectueux de toutes les religions. Cette réunion doit capitaliser les expériences des érudits et autres participants afin de favoriser ce dialogue. La rencontre évoquera aussi au cours des débats l'importance du dialogue islamo-chrétien. Les participants sont venus de l'intérieur du pays et du district de Bamako.
La Fédération nationale des associations de santé communautaire du Mali tient les assises de son 4e congrès ordinaire. La rencontre doit permettre d'échanger sur les préoccupations actuelles de la Fédération et mettre en place un nouveau bureau pour les 5 ans à venir. Le reportage de Abdraman Maïga. 2 jours de débat pour aboutir à un meilleur recentrage de la Fédération nationale des associations de santé communautaire du Mali. Voilà l'exercice auquel s'attellent les délégués venus à ce 4e congrès ordinaire de leur fédération. Pour arriver à ce résultat, les participants vont examiner le rapport moral du bureau sortant, analyser les difficultés rencontrées et feront des propositions pour les surmonter. Cette 4e rencontre permettra également aux participants de faire le toilettage des textes régissant la Fédération nationale des associations de santé communautaire du Mali. Nous avons su convaincre l'autorité politique, l'autorité administrative, l'opinion publique ainsi que les partenaires techniques et financiers de la nécessité d'une société civile forte dans le domaine socio-sanitaire. En d'autres termes, nous avons su définir une place spécifique à notre fédération. Cette rencontre est également l'occasion pour discuter sur certains problèmes qui empêchent la fédération d'atteindre ses objectifs. Il s'agit notamment de l'absence de loi sur la santé communautaire, des interférences politiques, du non-respect de la carte sanitaire, pour ne citer que cela. J'ai la ferme conviction que notre fédération sortira, au terme de nos travaux, grandie et forte pour affronter les défis du futur et atteindre nos objectifs que nous aurons en toute souveraineté fixés pour l'avenir. Les travaux de ce congrès prendront fin demain par la mise en place d'un bureau. Ce bureau d'une durée de 5 ans aura pour mission de travailler afin de permettre à la FENASCOM d'atteindre des résultats en matière de satisfaction des besoins essentiels des populations à la base. La Croix-Rouge malienne a lancé la 2e phase de son projet lutte contre la malnutrition. C'était au centre de santé communautaire de Sabali-Bougou en commune 5. Le projet en question devrait permettre de lutter contre la malnutrition des enfants et leur apporter des soins de santé de qualité. Moussa Fani. Pour sa participation dans la lutte contre la malnutrition des enfants, la Croix-Rouge malienne, à travers ses responsables, vient de lancer les activités de son projet Lutte contre la malnutrition. Il vise à contribuer au bien-être des enfants en matière de santé. Le projet lancé concerne les communes 1 et 5 du district de Bamako. Selon les responsables de la Croix-Rouge, le choix de ces communes n'est pas fortuit. Le choix de ces 2 communes, puisque à travers une enquête réalisée par la Croix-Rouge française avec son partenaire qui est la Croix-Rouge malienne en 2009, on a vu un taux de malnutrition aiguë élevé en milieu urbain. Donc c'est ce qui a motivé la recherche d'un financement pour mettre en place ce projet dans les 2 communes. C'est un projet qui nous aide dans la prise en charge et le maintien de l'état de santé de notre population. Depuis le démarrage de ce projet jusqu'à nos jours, vraiment, je constate de jour en jour qu'il y a une nette amélioration dans la prise en charge de mes malades. Au cours de ce lancement, les responsables du projet ont remis du matériel au CIESCOM 1 de Sabali-Bougou. La cérémonie a pris fin par l'administration de la vitamine A aux enfants. La caravane de presse de la campagne Tous et Chacun, qui a démarré ses activités mercredi dernier, vient d'arriver hier vendredi à Kadiolo. Hier, les caravaniers étaient à Yanfolila où ils ont mené plusieurs activités, mobilisation populaire, causerie éducative, entre autres. Et la veille, les journalistes étaient à Séléngui. Le récit de ces activités avec nos envoyés spéciaux Aboubakar Traoré, Tchessira, Emmanuel Adambélé. À 18 km du barrage de Séléngué, les habitants du village de Balama se sont largement mobilisés pour accueillir la caravane de presse de la campagne Tous et Chacun. Il ne tarisse pas d'éloges pour Moriba Sanogo, l'agent de santé communautaire qui s'occupe ici des femmes enceintes et des enfants de 0 à 5 ans. Pour le village de Balama, l'AC a très fait de bon travail ici. Il soigne les enfants, les femmes enceintes. 3 ans que ce ASC fait ici la prise en charge des infections respiratoires aiguës, les cas simples de paludisme, les diarrhées chez les enfants. Mais il s'occupe également des femmes enceintes, fait des causeries éducatives, des visites à domicile et appuie les campagnes de vaccination. Les problèmes que nous avons, les TDR sont en rupture.
C'est pour cela que nous n'avons pas de TDR en ce moment. À l'instar des agents de santé communautaires des villages de Beko, Sogondjan et de Tchegakourani, l'ASE de Balama est prise en charge par le programme M-Chip de Save the Children financé par l'USAID. Autrement dit, la commune, en dehors des moyens de déplacement, du logement et de la nourriture, ne s'occupe pas des salaires. Ce qui devrait être un acquis donc aujourd'hui ne l'est toujours pas pour que les soins soient définitivement proches de la communauté. Dans la matinée, les habitants de Silingué avaient eu le temps de poser les questions de leur choix sur la santé de la femme enceinte et de l'enfant. C'était lors d'une causerie éducative où personnes ressources et femmes en quête d'informations de première source avaient la parole. L'école de maintien de la paix à Lune-Blondin-Bay vient de mettre à la disposition de Gao un lot de matériel informatique. L'école entend ainsi offrir un meilleur cadre de travail aux agents sur place. Boubacar Babletouri. 36 ordinateurs, 35 lits, 35 matelas et une imprimante multifonction. Ce sont là la composition du lot de matériel que l'école de maintien de la paix à Lune-Blondin-Bay vient de mettre à la disposition de l'administration de Gao. Il s'agit d'aider ces structures de l'État victimes de pillage à se relever. C'est un grand honneur pour moi aujourd'hui, au nom du directeur de l'école de maintien de la paix à Lune-Blondin-Bay, de procéder à la remise officielle de matériel informatique à l'administration de Gao et de lits à l'hôpital régional. Cette action s'inscrit en droite ligne de la mission première de l'école de maintien de la paix à Lune-Blondin-Bay, à savoir contribuer au renforcement des capacités des États africains en matière de soutien à la paix et prioritairement de la force en attente de la CEDEAO. Cette action cadre bien avec les mesures prises par nos plus hautes autorités en faveur des 3 régions du Nord. Les pouvoirs publics veulent tout mettre en œuvre pour rendre fonctionnels ces services régionaux dans un bref délai. Ce geste permettra effectivement à coup sûr, au niveau des services, de tout mettre en œuvre pour pouvoir, en tout cas, atteindre les objectifs qui ont été fixés par les plus hautes autorités de ce pays-là. Et ensuite, pour ce qui concerne les lits, nous savons en tout cas, en toute honnêteté, que l'hôpital a été totalement dépouillé. Grâce à nos partenaires, grâce à l'État, grâce effectivement à la population, nous avons pu retirer du centre certaines choses. La cérémonie de remise a regroupé les autorités politiques et administratives, les chefs de services régionaux ainsi que les notables de la ville de Gao. La reconstruction du nord du Mali, l'État et ses partenaires s'engagent auprès des collectivités locales. Le conseil de cercle de Tombouctou vient de bénéficier d'un nouveau siège financé à 12 millions de francs CFA par la coopération suisse. L'infrastructure contribuera à l'amélioration des conditions de travail du personnel des collectivités. Le reportage de Yéa Tandina. Avec ces bâtiments flambant neufs, le conseil de cercle de Tombouctou renonce ainsi à la location et dispose désormais de ses propres locaux. Ces infrastructures ont été réhabilitées grâce à l'appui financier de la coopération suisse à hauteur de 12 millions. Les collectivités s'en réjouissent. Je profite également pour remercier la coopération suisse parce qu'ils ne sont pas à leur premier coup. Même durant l'occupation, ils nous ont assistés. Donc vraiment, c'est l'occasion pour moi de les remercier. Vraiment. Nous avons d'autres doléances parce que vous constatez que les locaux sont réhabilités, ils sont jolis, mais avec l'érosion, manque de clôture. Donc nous souhaiterons, n'est-ce pas, que la coopération suisse et les autres partenaires nous viennent en aide. Avec ces 6 bureaux, une salle de réunion, un logement pour le gardien et un bloc de 3 latrines réalisés par Al-Farouk Construction. Les autorités administratives louent les efforts des partenaires. Quand nos collectivités arrivent à trouver un bureau pour travailler, vraiment c'est certainement le joie pour nous. La remise officielle de ces infrastructures témoigne l'engagement des plus hautes autorités à effacer toute trace des groupes armés en 6e région. En 5e région, les acteurs humanitaires se concertent pour mieux faire face à la lutte contre le travail des enfants. C'est à la faveur d'un cadre d'échange initié par le Bureau international du travail en collaboration avec la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants. Reportage de Mustapha Doumbia.
Il s'agit, à travers ces cadres d'échange, de mieux comprendre le travail des enfants et ses impacts socio-économiques en vue de prévenir le travail des enfants et ses pires formes. La rencontre est organisée par le Bureau international du travail en collaboration avec la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants. La crise multidimensionnelle qui a impacté notre pays a contribué à aggraver la situation des ménages vulnérables, notamment ceux des régions nord et centre. Bien que nous constatons le retour d'une relative stabilité dans les zones affectées, il n'en demeure pas moins que les questions humanitaires et de protection des enfants demeurent préoccupantes. La rencontre qui dure 2 jours regroupe les représentants des services techniques, des ONG et des agences du système des Nations Unies. Ceux-ci débattront toutes les questions relatives aux pires formes de travail des enfants, parmi lesquelles les traites des enfants et la vente des produits stupéfiants par les enfants. La République du Mali est en pleine phase de reconstruction, de restauration de la paix et de relèvement économique. Il s'agit là d'une opportunité que chaque acteur humanitaire et au développement se doit de saisir pour d'une part renforcer la résilience des communautés affectées et d'autre part contribuer au développement humain et économique durable. La rencontre devrait permettre d'élaborer des stratégies d'assistance sur la prévention et la réduction du travail des enfants et ses pires formes dans la région de Mopti. Dans le cadre de la sécurisation des embarcations fluviales sur les fleuves Niger et Sénégal, une délégation du ministère de l'Équipement et des Transports vient de séjourner dans la cité des Rails. C'était pour informer et sensibiliser les acteurs sur les mesures de sécurité. Le reportage de Mahamadi Aloubari. Il s'agissait au cours de cette rencontre d'échange d'idées, d'informer et de sensibiliser les acteurs sur la sécurisation des embarcations sur les fleuves Niger et Sénégal, ainsi que leurs affluents et défluents, afin de minimiser les naufrages des pinasses. 3 heures d'échange ont permis à la délégation du ministère de l'Équipement et des Transports d'expliquer le contenu de la lettre circulaire numéro 001 du 22 octobre 2013 et les mesures prises, qui concerne le respect de la charge utile de l'embarcation, l'installation d'un équipement d'éclairage à bord, la dotation en nombre suffisant de gilets de sauvetage pour chaque embarcation, la mise en place d'une boîte à pharmacie à bord de chaque embarcation, l'installation des insectaires à bord, entre autres. Ces mesures s'appliquent à l'ensemble des transporteurs, des opérateurs économiques, bref, les acteurs fluviaux de la capitale des rails. Le transport fluvial est un mode de transport extrêmement important pour les régions de Kayes, de Mopti, Tombouctou et Gao. Donc, après le naufrage de Koubi, le ministre et les ministères impliqués ont pris l'initiative de mettre en place une réglementation sommaire, mais très importante, pour sécuriser les embarcations, pour sauver les personnes et les biens. Cet échange d'idées fait suite au naufrage d'une pinasse survenue dans la nuit du vendredi 11 au samedi 12 octobre 2013 à Koubi, dans la commune rurale de Kona. L'occasion était bonne pour la délégation de rencontrer les notabilités d'Abideli et de visiter l'ancien quai qui doit abriter le futur port de l'OMVS. L'Institut secondaire et supérieur des sciences appliquées ISA vient d'être inauguré. L'infrastructure de 600 millions de francs CFA a été réalisée par un Malien issu du milieu enseignant. En marge de l'inauguration de l'Institut, 2 ouvrages ont été présentés, les œuvres de Samba Lamine Traoré et Amadou Touré. Compte rendu Lamine Keita. Composé de 2 blocs de bâtiments à 3 niveaux avec 12 salles de classe entièrement équipées, d'une salle informatique dotée d'ordinateurs avec Wi-Fi, d'une infirmerie, d'une salle de documentation, cet institut a été réalisé par un promoteur malien soucieux de l'avenir de l'école manuelle. Enseignant de son état et ancien ministre de l'Éducation, le promoteur de l'institut souhaite que la gestion de l'école reste une affaire de professionnels. Les parents d'élèves comprendront qu'il y a cette fois-ci une école de professionnels, comme on dit. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les écoles privées, n'est-ce pas, sont envahies par des non-professionnels. Il va falloir vraiment que les professionnels prennent la chose en main et puissent vraiment faire avancer l'école. En marge de l'inauguration de l'Institut, il y a eu la présentation de 2 ouvrages. Il s'agit de Amadou Ampateba, homme de science et de sagesse. Il a été écrit par le professeur Amadou Touré. L'ouvrage est dédié à la mémoire de l'illustre disparu Amadou Ampateba. Le second livre, intitulé La saga de la ville historique de Ségou, retrace l'histoire de Ségou. Il est de Samba Lamine Traoré.
En santé, Inerwil vole au secours des femmes fistuleuses du centre Oasis du CHU Point-G. L'organisation a remis hier vendredi une quantité de vivres et divers kits à ces femmes pour une valeur de 7 millions de francs CFA. Reportage de Nouroum Sissoko. Une tonne de riz, près de 200 kits destinés à divers besoins, 20 cartons de savon, 10 cartons d'eau de javel, la liste est longue. C'est le don que l'organisation Inerwil a fait aux femmes fistuleuses du centre Oasis de l'hôpital du Point-G. La valeur de ce don est estimée à 7 millions de francs CFA. Nous trouvons très injuste qu'en voulant donner la vie, nos sœurs se retrouvent handicapées et exclues de la société. La fistule obstétricale est une maladie très difficile à supporter. On l'appelle la maladie de l'exclusion sociale. C'est en 2009 que le district 909 d'Inerwil, composé de 8 pays de la sous-région dont le Mali, a fait son cheval de bataille, la lutte contre la fistule. Notre but, c'est que la fistule obstétricale n'existe plus du tout au niveau de notre district. Les amis de Bamako s'en occupent. Leur projet, c'est de construire un centre où on soignera toutes les femmes souffrant de la fistule au niveau de Bamako, du Mali et même au niveau sous-régional. Nous avons tous conscience des souffrances des femmes se trouvant dans cet état. Donc, en plus de toutes ces actions, le département de la santé ne ménagera aucun effort pour qu'une attention toute particulière soit portée aux femmes fistuleuses. La cérémonie a pris fin par une visite guidée du centre Oasis abritant les fistuleuses. Sport, football, championnat national de Ligue 1. Hier, au compte de la deuxième journée, le choc des promus a vu la victoire 3-2 d'Eliwidj FC de Kidal, Solaes Police. Une victoire historique pour cette équipe kidaloise qui joue pour la première fois en Ligue 1. C'était au stade Modibo Keïta, compte rendu de Koumbania Mbeli. C'est une véritable sensation que vient de créer Eliwidj FC d'Aguelhok au stade Modibo Keïta devant l'AS Police en s'imposant 3-2. C'est là au terme d'un match bouillant et plein de suspense. Ces deux formations ont gratifié le public avec du beau jeu. Il a fallu attendre la 41e minute pour qu'Aliou Touré ouvre la marque pour l'équipe de Kidal. Un but somptueux. Mamadou Sidibé égalise sur pénalty pour l'AS Police à la 54e minute. À 1-1, le match est relancé. Christophe Abouta de la tête redonne l'avantage à Eliwidj à la 60e minute. À la 63e minute, Aguissa Ag Al-Maïmoun établit la parité pour les policiers. Ce score de 2-2 nous conduit dans les vestiaires. Vous perdez ce match, vous n'avez pas le niveau de jeu en première division. Vous arrêtez. Moi, je vous dis ça. Cette formation kidaloise mérite-t-elle d'évoluer en élite cette saison? Réponse à la 80e minute avec Abdoulaye Bangoura. 3-2 pour Eliwidj. 91e minute, ces gestes du gardien de but d'Eliwidj dans les toutes dernières minutes redonnent de l'espoir aux policiers. Un espoir qui sera de courte durée. Eliwidj FC d'Aguelhok remporte ainsi ses 3 premiers points de la victoire devant l'AS Police, le championnat national de Ligue 1. Auparavant, l'AS Real de Bamako et le centre Salif Keïta avaient fait match nul 0-0. Durant les 90 minutes, nous avons assisté à un match équilibré avec quelques occasions dont aucune n'aboutira, de l'un comme de l'autre côté. Le fond des filets restera donc vierge jusqu'au coup de sifflet final. Pascal Taboulé, dit Seigneur Rochero, n'est plus. Il est décédé ce samedi 30 novembre à Bruxelles, en Belgique. Le célèbre chanteur congolais était dans le coma depuis plusieurs jours. Il est mort des suites d'un diabète après avoir été terrassé par un accident cardiovasculaire il y a de cela plus de 2 ans. Rochero a entamé sa carrière musicale dans les années 50. C'est alors les débuts d'un succès fulgurant pour celui qui prend le nom de scène de Seigneur Taboulé Rochero. Modibo Soirée, qu'il a rencontré en 2006 lors de son passage à Bamako, revient sur le parcours de ce monument de la musique africaine.
À 73 ans, cette sommité de la musique africaine s'en est allée après plus de 50 années de carrière musicale bien remplie. Né dans la province du Bandundu en République démocratique du Congo, ex-Zaïre, Taboulé a commencé sa carrière au milieu des années 50 aux côtés de son mentor Joseph Kabasele, plus connu sous le nom de Grand Calais. Au fil des années, Seigneur Taboulé Rochereau s'est hissa au sommet de la chanson congolaise et africaine qu'il représenta d'ailleurs à l'Olympia de Paris dans les années 70. Et depuis, l'artiste s'est détaché de la musique congolaise pour marquer à jamais ce courant à base de rumba et soukous jusqu'à sa maladie. Doté d'une discographie très riche et abondante, aussi bien à la tête de l'African Fiesta National qu'au sein de l'Afriza International, son dernier groupe. On lui doit de nombreux tubes devenus aujourd'hui des chansons cultes. Mazé, Silikani, Esekini, Soukena, Pitié, En amour, il n'y a pas de calcul et bien évidemment Mokolo Nakokufa qui veut dire le jour où je mourrai. Et pour lui, c'est arrivé ce samedi 30 novembre 2013. Rochereau a été à la base de la promotion de nombreux artistes sur la scène internationale, dont le plus connu est Billy Abel. Taboulé a composé plus de 3000 chansons et vendu plusieurs milliers de disques. Aujourd'hui, 4 de ses enfants, Peggy, Abel, Philomène et le plus connu Youssoufa, ont percé dans le milieu de la musique en tant que chanteur-compositeur. À la tête du mouvement La Force du Peuple, Taboulé participe alors à la vie politique de son pays, la RD Congo, tout en poursuivant ses activités artistiques jusqu'à sa nomination comme député à l'Assemblée consultative et législative de transition. Il se rapproche alors du Rassemblement congolais pour la démocratie. En 2005, il devient vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Dans un paix, Seigneur Taboulé Rochereau. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour demain soir, s'il plaît à Dieu, à 13h. Retrouvez Amara Malé Diallo. Bonne suite de programme à tous sur le RTM. Bonsoir.